elles-mêmes tout à fait sauvages, des conclusions tout à fait sauvages, qui en fait prendront plutôt la forme, alors soit d'un mémo patchwork. L'idée c'est que vous puissiez ressortir là, après 5 minutes de mon temps de parole avec quelques mots-clés, quelques idées saillantes de la journée, ou encore qui pourrait relever aussi du genre du remix, puisque ma technique a consisté à essayer de remonter, de remixer certains des fragments de vos interventions. Alors le premier élément saillant que j'ai retenu, c'est sous l'impulsion de Thomas, de retourner à cet article fondamental de Greimas, Structure et Histoire, puisque la réputation évidemment de la sémiotique dans la doxa, du champ intellectuel, c'est d'être une discipline anhistorique, ou en tout cas qui construit son programme théorique et intellectuel en éliminant l'historicité. Or ici, nous avons défini notre projet de la journée d'études, perspective sur l'histoire de la sémiotique. Donc c'est une manière quelque part de réhistoriciser une discipline qui s'est pourtant définie par rejet de la dimension historique ou diachronique. Qu'est-ce que ça veut dire réhistoriciser une discipline ? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Spontanément, ça peut vouloir dire on va identifier une chronologie, on va identifier des périodes, des rythmes qui sont propres au développement historique de cette discipline. Ça peut vouloir dire aussi, et certains d'entre nous l'avons fait, recontextualiser cette discipline. Quelles ont été les institutions qui ont accompagné son émergence, son développement, quelles ont été les trajectoires sociales de celles et de ceux qui l'ont représentée, quel est le zeitgeist dans lequel elle s'est développée. Donc tout ça, c'est une autre manière d'historiciser en contextualisant. Une troisième manière de définir l'historicité de la discipline sémiotique, c'est de reconnaître qu'elle a des archives. Est objet d'histoire ce qui peut s'appuyer sur des archives, et c'est bien ce que vous avez fait, ce que nous avons fait, et ce que font les sémioticiens en réalité, c'est de puiser dans un fonds d'archives, de faire des opérations de tri, de sélection, de mise en saillance, d'exhumation. Tout ça est aussi une manière de définir cette discipline comme étant une discipline historique. Mais puis il y a une quatrième manière qui me paraît en réalité plus intéressante, plus originale, et c'est celle que Jean a surtout développée. C'est l'idée de dire que c'est une discipline historique précisément parce qu'on peut en raconter l'histoire. Et on s'intéresse du coup aux narrations ou aux contre-narrations que la discipline a pu elle-même produire à son endroit, c'est-à-dire aux rhétoriques historiographiques, comme Jean le suggère, qu'elles soient de type chronique ou bricolage, qu'elles s'appuient sur des matériaux factuels ou sur des histoires spontanées orales, qu'elles assument ou pas la dualité entre point de vue interne ou point de vue externe. Tout ça, ce sont des choix de narration ou de contre-narration qui relèvent des rhétoriques historiographiques de la sémiotique et qui, à mon avis, participent aussi de son statut historique. Alors, sur cette pente-là, je dirais, ce qui m'a frappé dans vos interventions, si on les prend par ce bout-là, par ce prisme-là, c'est que ce sont des interventions qui ont toutes mis l'accent sur des formes et sur la discipline sémiotique en tant que pratique discursive du savoir qui mobilise en tant que telle toute une série de formes. Donc voilà pour moi l'un des apports intéressants et importants des perspectives historiques sur la sémio, c'est qu'elles permettent de montrer les formes sur lesquelles cette discipline repose. Ces formes, je vais les énumérer peut-être des plus intuitives, des plus évidentes, au moins banales. Ce sont d'abord des formes éditoriales. On a parlé de commande, de marché, de public, de coût. Tout ça, ce sont les formes éditoriales qui participent de la vie de la discipline. Des formes textuelles, on a parlé de genre textuels qui sont spécifiques à cette discipline, mais aussi de formes textuelles moins stabilisées, peut-être comme la programmation, les assertions, les argumentations, etc. Une dimension formelle qui m'a particulièrement intéressé et qui a développé beaucoup Thomas, ce sont évidemment les formes linguistiques.
Et la tension, me semble-t-il, dans laquelle est prise la sémiotique quand il s'agit de manipuler des formes linguistiques pour s'énoncer, pour énoncer ses savoirs, c'est la tension entre métalangage formel et langage ordinaire. Ça, je trouve que c'est vraiment un point intéressant et important que le travail historique sur cette discipline permet de rencontrer. C'est la manière dont cette discipline se débat sans cesse dans cette tension qui concerne les formes linguistiques qu'elle utilise. Et puis Semir a quant à lui abordé d'autres formes très importantes dans le programme disciplinaire de la sémiotique, les formes graphiques, en montrant comment la manipulation de ces formes graphiques participait des inventions conceptuelles qu'elle pouvait revendiquer, en montrant aussi que ces formes graphiques étaient elles-mêmes prises dans une tension qui n'est pas exactement la même que celle dans laquelle sont prises les formes linguistiques, mais qui est quand même une tension intéressante, une dialectique peut-être dans l'évolution de cette discipline, la tension entre, disons, conventionnalité et positionnalité des formes graphiques, et d'autre part, iconicité et tabularité. Je redis un tout petit peu autrement la typologie que Semir a proposée. Donc des formes éditoriales, des formes textuelles, des formes linguistiques, des formes graphiques, mais aussi des formes de sociabilité. Il me semble que ce qu'on a aussi touché du doigt, c'est le fait que cette discipline se vit dans du travail collectif et, je dirais, dans une tension en fait entre travail collectif, par exemple dans des séminaires ou quand il s'agit de diriger des thèses de doctorat, etc. Donc tension entre collectivisation du travail et octorialité individuelle. Il était question de Grémas, et on sait que la sémiotique est faite, comme beaucoup d'autres disciplines sans doute, de repères qui correspondent à des noms, à des figures. Jean a évoqué tout à l'heure le fait que Landowski incarnait des positions théoriques. Donc il y a cette tension entre collectivisation des pratiques de savoir et octorialité individuelle attachée à des concepts ou à des modèles. Et puis je dirais le dernier niveau de forme, ce sont des formes qu'on pourrait appeler gestuelles ou posturales, qui concernent les styles de conceptualisation et d'analyse, et qui peuvent éventuellement correspondre à des figures individuelles, à des octorialités. On peut se demander si peut-être Jean nous invite à considérer qu'il y a du dondérisme en germe dans l'usage du concept de focalisation, etc. Donc des styles de conceptualisation plus ou moins identifiables, plus ou moins dénommés, plus ou moins assimilés à des figures individuelles. Alors, la dernière chose que j'aimerais pointer et qui m'est apparue intéressante aussi dans les interventions, c'est que considérer une perspective historique sur cette discipline, c'est non seulement mettre en évidence des formes que je viens d'énumérer, mais c'est aussi considérer que ces formes sont politiques. C'est-à-dire que par le biais d'une approche par les formes, eh bien, on touche en réalité à des questions de politique des sciences, ou de politique tout simplement, c'est-à-dire des questions qui concernent les rapports de force au sein d'un champ scientifique, qui concernent ce qu'on pourrait appeler une géopolitique de la science, les rapports entre marge et centre, la fédération des périphéries contre des centres, mais aussi des effets de perméabilité idéologique. Thomas a évoqué le fait que la fortune, ou au contraire l'absence d'écho rencontrée par les travaux de Grémas dans certains pays, à certains moments de l'histoire de certains pays, était évidemment liée aussi à des perméabilités idéologiques. Ce qui est politique aussi, à mon avis, dans ce travail historique sur les formes de la discipline, c'est qu'on voit que la sémio joue un rôle, à mon avis, assez singulier dans bien des contextes, qui est un rôle tout d'un coup de révéler des normes et des écarts latents dans les champs disciplinaires, c'est-à-dire de tout d'un coup faire apparaître et mettre le doigt sur ce qui était normé et qui n'apparaissait pas tellement comme normé, et sur ce qui fait écart et qui n'apparaissait peut-être pas comme écart avant que la discipline ne propose un type de lecture ou n'impose à un champ scientifique un type de lecture particulier.
Et puis, dernier point sur cet aspect politique, c'est, il me semble, l'idée que la sémiotique peut apparaître comme une sorte de plaidoyer pour des formes de bâtardise dans les pratiques de production de savoir. Alors, ces bâtardises, je la décline en plusieurs volets. Il y a d'abord l'idée qui est que, il me semble que les exemples qu'on a évoqués sont des exemples de passeurs qui eux-mêmes peuvent faire l'objet éventuellement d'un passage. Grémas, tu l'as bien montré Thomas, a été un passeur, lui-même passé ensuite, et plus ou moins passé. Alors on peut s'intéresser à la manière dont le dosage entre rôle de passeur et rôle de passé est plus ou moins intense selon les moments de la vie d'un sémioticien, mais il me semble qu'il y a là une spécificité peut-être à la sémiotique. Bâtardise aussi entre le degré de stabilité et de traductibilité de certains pans de la discipline. On voit bien qu'il y a des moments dans la discipline où il y a des choses qui se stabilisent et qui deviennent traduisibles, et il y a des moments où cette traductibilité elle est compliquée parce que la stabilité du paradigme n'est pas encore tout à fait acquise. Bâtardise aussi par l'équilibre entre rémanence et rupture. Ce que Semir a montré, c'est bien qu'il y a des fonctionnements rémanents de certains modèles graphiques, et puis il y a certaines lectures qui font rupture avec un héritage conceptuel ou graphique précédent. Et puis enfin, dernier aspect de la bâtardise de la discipline, c'est le fait qu'elle est, l'une des définitions évoquées fait écho à ça, sans doute traversée par cette tension entre réponse à des demandes sociales ou à une perméabilité vis-à-vis des demandes sociales et une dynamique scientifique propre, interne, qui répond à une sorte de nécessité dans le développement de la théorie. Voilà un peu le remix que je propose, et comme mot de la fin, j'aurais envie peut-être de proposer, de relayer ce que suggérait Jean, c'est-à-dire de voir l'histoire comme politique de la sémiotique et peut-être comme politique libératrice de la sémiotique. Alors, de quoi exactement peut-elle ou doit-elle se libérer, ça, je vous laisse y répondre, mais il paraît, à mes yeux en tout cas, intéressant de considérer que la perspective historique est un outil d'émancipation, pour le dire de manière un peu brutale. Voilà. Je vous avais dit que c'était plus un remix techno qu'une symphonie.